Alors, ça, c'est ce on connaît sur les derniers 800 000 ans, avec, pour mémoire, le dernier maximum glaciaire qui a eu lieu. Alors, c'est variable sur Terre, mais dans nos régions, ça serait autour de 20 000 ans. Donc, il a fait très froid il y a 20 000 ans. Depuis 20 000 ans, globalement, on se réchauffe dans nos régions. Donc, ça, c'est valable sur les périodes récentes. Sur jusqu'à 800 000 ans, je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre d'autres cycles qui ont été identifiés. Et en fait, ces changements-là sont beaucoup plus anciens. Vous avez sur ce graphique donc encore la composition isotopique mesurée dans des foraminifères. Donc les foraminifères, vous devez commencer à savoir ce que c'est avec les cours de Jan Odvel. Donc ce sont des petits coquillages marins qui ont été donc prélevés dans des carottes marines tout autour du globe. Et on a mesuré leur composition en oxygène, qui traduit la composition de l'eau dans laquelle ils vivaient. Et cette composition en oxygène peut être reliée au premier ordre à la température. Plus vous avez des valeurs vers le haut, plus il fait chaud, plus vous avez des valeurs vers le bas, plus il fait froid. Et donc vous apercevez que en fait, le refroidissement a commencé lors pratiquement à l'Éocène, autour de 50 millions d'années, et que depuis, vous avez une température qui diminue. Et il y a eu une accélération assez importante sur les 10 derniers millions d'années. On va zoomer sur ces périodes-là, avec la mise en place petit à petit des glaciations, glaciation de l'Antarctique et glaciation dans l'hémisphère nord. Cette glaciation s'est associée à un début de cyclicité. Vous pouvez voir sur cette partie de courbe euh, des courbes qui sont très cycliques, avec des cycles principalement à 100 000 ans, alors qu'avant on avait des cycles plutôt autour de 40 000 ans. Donc les glaciations sont bien antérieures aux 8 millions d'années qu'on peut voir dans les carottes de glace. A priori, elles datent pour l'hémisphère nord autour de 2 à 3 millions d'années. Donc ça fait 2 à 3 millions d'années que la Terre subit ces alternances de phase froide et de phase chaude. Donc, on peut se poser la question de savoir quelle a été la conséquence sur notre surface, sur la surface de la Terre et en particulier sur les zones montagneuses. Pour illustrer l'impact de tous ces cycles glaciaires interglaciaires qui existent depuis plusieurs millions d'années sur nos paysages, je vais utiliser une petite vidéo qui a été faite par des collègues danois qui ont modélisé la surréaction d'un relief, par exemple généré par des processus tectoniques. Ce relief va atteindre des altitudes importantes. On voit qu'au début, ce relief est constitué par un certain nombre de vallées qui ont des formes typiques de vallées fluviatiles. Et à partir d'un moment, le relief va être suffisamment haut et la température suffisamment basse pour que vous puissiez avoir des neiges éternelles et former de la glace et donc former des glaciers. Et on va voir que ces glaciers vont, sous l'effet de la gravité, s'écouler dans les vallées et vont façonner le relief de ces vallées, et que les alternances de cycles glaciaires interglaciaires. Donc voilà, là on commence à à accumuler de la neige, à donc accumuler de la glace. Et lorsque vous avez une quantité de glace qui est suffisante, eh bien on commence à faire un écoulement dans les vallées. Voilà, on atteint un maximum de température et puis la température se réchauffe, donc les glaciers vont avoir tendance à reculer et ils ont laissé une empreinte assez importante dans le relief. On a perdu les vallées en V qu'on avait avant et on a gagné des vallées profondément incisées, en auge, en U, avec des cirques glaciaires qui sont bien marqués. Puis de nouveau une phase de refroidissement, donc on va développer à nouveau de la glace qui va s'écouler dans la vallée, qui va à nouveau refaçonner le paysage, et ainsi de suite un certain nombre de fois. Je ne sais plus s'il reste encore un événement de refroidissement, voilà. Donc celui-ci, vous voyez qu'il a été plutôt limité, donc ça dépend des degrés de variation et de refroidissement qu'on peut avoir. Vous avez des refroidissements plus importants, donc les glaces vont être plus importantes et vont s'écouler de manière plus distale dans les vallées, et puis des périodes de refroidissement qui sont moins importantes, et donc les glaciers sont plus limités.
Voilà, donc on se retrouve avec une belle vallée en U, comme on peut aller voir dans nos chaînes de montagne maintenant. Quand on monte, on va arriver à un ressaut topographique qui va correspondre au verrou, puis à l'entrée dans le cirque glaciaire. Et à certains endroits, voilà, on va passer le verrou, on est en train de le passer, et derrière, on a le cirque glaciaire. Voilà. Vidéo magnifique fait par les collègues danois, c'est un boulot assez impressionnant. J'espère que ça vous aura convaincu et que c'est, je trouve, assez pédagogique. L'autre conséquence de toutes ces variations climatiques, de tous ces cycles glaciaires interglaciaires sur le relief terrestre, c'est ce qu'on appelle l'effet Bezout, qui est illustré par ce graphique-là à gauche. Donc sur ce graphique, vous avez l'altitude en fonction de la proportion des surfaces correspondantes. C'est ce qu'on appelle une courbe hypsométrique. Normalement, vous avez dû voir ça aussi avec Madame Colomb. Donc pour chaque gamme d'altitude, on mesure la surface correspondante qu'on observe. Et donc pour les zones uniquement dans lesquelles vous avez une érosion de type fluvial, on s'aperçoit qu'on a des reliefs qui peuvent aller assez haut et une bonne répartition des altitudes dans les parties hautes au-delà de 2 à 3 km. En revanche, pour les zones où vous avez des glaciers, aux latitudes où il fait plus froid, on voit qu'on a une surreprésentation des zones entre 1 et 2 km d'altitude, et qu'au-delà de 2-2,5 km d'altitude, on n'a quasiment aucune surface correspondante. Alors, cette chose-là, donc encore une fois une petite vidéo qui illustre l'effet Bezout. Donc on a un relief qui croît, c'est ce qu'on a vu précédemment, et ce relief va passer une altitude qui correspond à la ligne d'équilibre des glaciers. Rappelez-vous ce qu'on a vu ensemble précédemment. Donc au-dessus de cette ligne d'équilibre des glaciers, on a accumulation de glace, en dessous on a fonte. Donc la glace va s'écouler depuis la partie supérieure vers la partie inférieure. En dessous on a plutôt une érosion de type fluvial. D'accord ? Et en fait, eh bien, les glaciers vont avoir tendance à limiter les altitudes dans la partie supérieure. Vous avez une érosion glaciaire dans la partie supérieure. Dans la partie inférieure, c'est plutôt une érosion fluviale. Et les glaciers ont donc généré une limitation des altitudes. Alors les intérêts et les applications potentielles de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui sont diverses et variées. Comme je vous l'ai dit au début du cours, dans nos régions, ça a des implications sur la gestion des milieux de montagne, géotechnique, environnement, ressources en eau. Pas uniquement. On a également au cœur de certains barrages, notamment les barrages poids. Donc les cœurs de ces barrages sont constitués par des moraines. Alors pourquoi les moraines? Je vous rappelle que les moraines sont des sédiments qui sont très riches en argile et qui sont peu perméables. C'est d'ailleurs des barrages naturels dans beaucoup de régions. Donc autant utiliser des matériaux qui font déjà des barrages naturels pour faire construire des barrages anthropiques. Donc au cœur des barrages poids, vous trouvez souvent du matériel morainique. Donc c'est important de savoir où les trouver pour pouvoir les prélever et les exploiter. Par ailleurs, j'en ai déjà parlé, et puis on voit ça en TD, certains groupes l'ont déjà fait, les autres vont suivre. Les moraines, donc comme je viens de le dire, sont des barrages naturels qui permettent de faire des retenues d'eau naturelles, une eau de bonne qualité qui peut être utilisée pour des ressources en eau ou pour produire de l'électricité. Alors un exemple de production d'électricité, c'est la centrale hydroélectrique de l'Hospitalet dans les Pyrénées, qui produit quasiment 100 gigawattheures par an et qui permet d'assurer la consommation d'à peu près 50 000 personnes. Elle est basée, alors vous avez ce schéma-là que j'ai trouvé sur internet, elle est basée sur le captage de l'eau retenue dans plusieurs lacs d'altitude, des lacs glaciaires. Donc on capte cette eau-là
dans des conduites forcées, et ces conduites forcées arrivent à des turbines en bas de pente, au fond de la vallée, et l'eau, avec les variations d'énergie potentielle, à une vitesse assez importante en fond de vallée, et donc va entraîner les turbines, et ces turbines sont associées à des aimants qui produisent de l'électricité. Vous avez l'image la capture d'écran Google Earth associée. Voilà, on a un certain nombre de lacs glaciaires en altitude, qui sont des lacs naturels sur lesquels EDF a installé également des petits barrages pour améliorer les retenues. Et tout ça est capté dans des conduites forcées qui sont emmenées en contrebas dans une centrale hydroélectrique et qui fait tourner des turbines. Vous avez ce genre de choses également dans les Vosges pour plusieurs lacs d'origine glaciaire. Enfin, quelque chose qu'on voit en TD, une implication importante des glaciers, c'est que les glaciers sont des ressources en eau majeures dans des pays désertiques, euh, tropicaux, en particulier dans les Andes. Donc c'est quelque chose qu'on voit en TD. Un exemple ici, vous avez en Argentine toute une zone en verre irriguée qui produit de l'alimentation. Et ces zones irriguées sont très dépendantes de tous les glaciers que vous avez en amont. Ici en bleu, euh, en 1900, je ne sais plus combien, je ne vois pas la date sur mon diaporama. Donc en période estivale, toutes ces zones irriguées dépendent énormément de l'eau de fonte de ces glaciers. Or, une modélisation ici en rouge prévoit une réduction très importante de la surface, de la quantité de glace, de la surface de ces glaciers, donc de la quantité de glace associée, et donc une réduction assez importante de l'eau de fonte issue de ces glaciers en période estivale. Donc c'est des régions où les glaciers sont critiques, et leur évolution dans le futur pose question, et c'est quelque chose qu'on va traiter en TD. Donc oui, l'implication pour le futur du recul de ces glaciers tropicaux, c'est la chute des ressources en eau pendant l'été, et comment on peut gérer ça dans le futur, parce que le réchauffement il va continuer et probablement s'accélérer, et donc on peut s'attendre dans certaines régions même à une disparition de ces glaciers et donc des ressources en eau. Donc nous, on se pose la question sur un glacier en TD qui s'appelle le glacier du Zongo, et on étudie cette grande vallée ici, où vous avez plusieurs retenues qui sont utilisées pour alimenter en eau la ville de La Paz, qui fait à peu près 2 millions d'habitants. Donc c'est des choses qu'on voit en TD. Oui, voilà, c'est le glacier du Zongo qui alimente la ville de La Paz, et c'est ce qu'on voit en TD. Donc je ne veux pas insister là-dessus.